Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi ça va bien et cette semaine j'avais envie de vous faire part de mes interrogations, de mes questionnements et je me suis posé surtout des questions existentielles sur la situation dans laquelle nous nous trouvons. J'ai le sentiment que tout va très vite mais pas forcément dans le bon sens forcément. On est dans une situation où j'ai l'impression qu'on est dans une chute vertigineuse et on est prisonnier plutôt d'une chute vertigineuse d'accès à nos droits. Et je pense que cela génère de l'anxiété chez pas mal d'entre nous. Alors j'avoue que toutes les manifestations de ces dernières semaines, notamment ce qui s'est passé à Sainte-Soline, a attiré mon attention. Je me suis demandé si toutes ces personnes blessées, il y a des gens qui étaient venus avec leurs enfants, en famille, etc. Bah forcément, dans la vie de ces personnes, il y aura l'avant Sainte-Soline et l'après Sainte-Soline. Et je me suis dit, si ces événements ont marqué ces personnes-là au niveau familial, notamment les blessés qui ont des blessures physiques, mais ça va certainement générer des blessures psychologiques chez ces personnes. Je me suis demandé comment ces personnes vont vivre cette nouvelle vie, comment ils vont s'en remettre, mais aussi si ces traumatismes peuvent atteindre une famille, quelles seront les conséquences de ces traumatismes sur un peuple tout entier. Voilà. Alors, je vous propose de vous allonger, de vous mettre à l'aise. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas vous proposer de café. Moi, j'ai troqué mon café aujourd'hui pour un bissap au gingembre. Voilà, c'est parti. Et surtout, restez jusqu'à la fin du podcast parce que vous aurez un petit bonus en cadeau. Voilà, à tout de suite. Alors, à l'heure où j'écris les lignes de cet épisode, je n'ai pas beaucoup dormi la veille. Et je vous explique pourquoi. Vendredi après-midi, alors pas ce vendredi, le vendredi il y a une semaine, je reçois un appel d'une personne qui m'annonce une terrible nouvelle. La fille d'un des grands frères, O'Neill, de son nom civil Noël Dufour, est à l'hôpital. Plus tôt dans la semaine, on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Donc on la transfère d'urgence en Martinique. Alors, ce mot transfert est lourd de sens dans cette histoire, vous le comprendrez après. Pour l'opérer d'urgence et enlever cette tumeur qui lui compresse le cerveau. Alors il faut savoir ce qui se passe derrière les articles accusateurs et le mépris affiché de l'État dans cette affaire. Car là, aujourd'hui, l'affaire des grands frères ne touche plus seulement des hommes socialement insérés et aujourd'hui incarcérés. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte que cette affaire touche les enfants. Voilà. Donc là, on a imposé une détention provisoire à un père, comme je le disais tout à l'heure, qui travaille, qui est présent pour ses enfants. Et on essaye d'ancrer ce traumatisme de l'incarcération chez eux. Et quand je parle d'eux, je parle à la fois des enfants, mais aussi des parents. Donc à l'annonce de cette terrible nouvelle, je me demande pourquoi le sort s'acharne encore sur eux. Et je tente de me mettre à la place de cette petite fille de 3 ans qui, depuis l'incarcération de son père, il y a 14 mois, ne cesse de le réclamer. Et là, je me surprends à me dire que cette petite a vécu la moitié de sa vie dans une forme d'enfermement psychologique imposée par cette violence d'État. Elle est tout aussi enfermée que son père, finalement, au point, probablement, d'en développer cette tumeur. Mais le comble de l'horreur, au-delà de la santé vacillante de cette petite, c'est qu'après avoir subi plusieurs heures d'opération, la petite ne peut toujours pas voir son père. Alors je vous refais un petit peu l'historique. Alors, les médecins du CHU de la Martinique attestent par écrit que la présence d'O'Neill est indispensable pour que la petite puisse évoluer et guérir plus facilement. Voilà, ce que le juge d'instruction comprend immédiatement, puisqu'il signe une ordonnance de sortie pour O'Neill. Jusque-là, on peut dire que les choses se font à peu près dans les règles. Sauf qu'on se rend compte que le vendredi, alors la petite a été opérée jeudi dernier. O'Neill, lui, est informé tout de suite. L'administration pénitentiaire est tout de suite informée de l'ordonnance de sortie établie par le juge d'instruction. Et sauf que l'ordonnance, le vendredi d'après, n'est pas appliquée, le samedi n'est pas appliquée. Et la petite attend son père.
elle attend son père désespérément. Voilà. Tout le monde se renvoie la balle et en fait on apprend que c'est la police qui affirme en fait il n'y a pas assez d'effectifs pour pouvoir opérer l'extraction d'O'Neill vers le centre pénitentiaire. Donc pour pouvoir faire appliquer cette ordonnance, la famille d'O'Neill se voit dans l'obligation de faire intervenir des parlementaires, notamment la personne de Jean-Philippe Nilor qui interpelle le préfet de la Martinique pour lui demander mais pourquoi l'ordonnance du juge n'est pas appliquée tout de suite. Donc le préfet finit par envoyer la gendarmerie qui procède à l'extraction, sachant qu'à la base c'est la police nationale qui était censée extraire O'Neill. Mais ce qui nous étonne fortement, c'est surtout que O'Neill, lorsqu'il a été transféré de la prison de Basse-Terre vers la prison de Moulins-Isère, O'Neill a eu droit à toute une armada. Alors, on lui envoie le raid et le GIGN, on lui envoie un hélicoptère, voilà, de Basse-Terre vers l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Et voilà, enfin, il y a eu tout un cortège de force pour marquer les esprits, parce qu'à l'époque, il faut montrer que O'Neill est un bandit de grand chemin, un homme sans âme et un homme sans cœur. Voilà, donc alors je n'ose même pas imaginer, alors au-delà de cette histoire qui se passe en Martinique, pour le coup, qui a commencé en Guadeloupe, mais qui se passe en Martinique, si on en revient un peu à ce qui s'est passé aussi à Sainte-Soline, je n'ose même pas imaginer le stress engendré par des centaines de personnes qui ont été maltraitées lors de leur garde à vue. Donc je pense notamment à cette étudiante qui a subi des attouchements sexuels en garde à vue, mais aussi le témoignage de ce jeune de 19 ans que l'on a déshabillé et traité quasiment comme un animal. Voilà, puisque leur seule faute à ce moment-là avait été d'oser manifester leur mécontentement face au gouvernement. Alors, qu'est-ce que les blessures transgénérationnelles ? Alors, les traumatismes transgénérationnels peuvent être définis comme des expériences traumatiques qui ont laissé des blessures émotionnelles qui s'étendent aux membres des générations suivantes, même si ces dernières n'ont pas expérimenter les faits. Et c'est ce qui est important de retenir. D'accord ? Alors, dans les exemples que j'ai cités plus haut, vous me direz que l'on peut faire la distinction entre un traumatisme familial, donc vécu par toute la famille, et un traumatisme transgénérationnel. Et ça, vous avez parfaitement raison là-dessus. Mais si les traumatismes générés par les personnes impliquées ne sont pas guéris pendant leur vie, alors la descendance héritera de ces blessures émotionnelles. Alors ça pourrait être le cas, par exemple, de cette jeune fille qui a subi des attouchements en garde à vue, si elle fait pas un travail psychologique sur elle pour se guérir de tout ça. Ça pourrait être le cas d'O'Neill si lui n'essaye pas de mesurer toutes les émotions qu'il traverse à travers l'épreuve qu'il est en train de subir. Voilà, ces enfants pourront développer par exemple des pathologies physiques ou mentales. Et c'est aussi le cas des personnes ayant des symptômes, ayant touché leurs grands-parents, par exemple. Alors, si on prend l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, on a des personnes qui ont développé des symptômes liés à ce qu'ont subi leurs descendants, leurs ancêtres. Pas leurs descendants, leurs ancêtres. Donc imaginez-vous tous les désastres causés par l'esclavage et sur les populations afrodescendantes. Alors, comment se transmettent les traumatismes transgénérationnels ? Alors, je fais quelques recherches et je me suis rendu compte qu'en psychogénéalogie, on a un psychanalyste qui s'appelle Bruno Clavier et qui nous parle de fantômes transgénérationnels. Et cette notion est très très intéressante puisque les fantômes, il arrive à déceler ces fantômes grâce à des répétitions d'événements intrafamiliaux. Voilà. Il explique en fait que, il le voit à travers les enfants parce qu'il travaille beaucoup avec les enfants, et il voit que les enfants portent en eux certaines blessures. Voilà. Et ces événements familiaux sont aussi transmis via les secrets de famille. Les secrets de famille sont tellement lourds qu'avec le secret, même si vous tentez de bloquer les choses par la parole,
l'émotion sera quand même transmise à votre descendance. Voilà. Donc pour les enfants, quand on regarde ces secrets de famille, pour les enfants, dès que la vérité est connue, le traumatisme disparaît. Voilà. Par exemple, Bruno Clavier donne l'exemple d'un enfant qui se tenait souvent la gorge, qui à 4 ans avait toujours la main au niveau de la gorge. C'est un enfant qui à 4 ans ne voulait absolument pas manger d'aliments solides, il voulait manger que de la purée. Et en venant le voir, il discute avec la maman et il apprend que la grand-mère de cet enfant est malheureusement décédée par suicide. Elle s'est suicidée par pendaison. Et la maman, forcément, comment on peut parler de ça à un enfant de 4 ans, mais l'enfant, lui, a récupéré en fait toute la charge émotionnelle de ce drame familial. Voilà. Et comment se transmettre ces émotions, comment tout ceci est arrivé chez l'enfant, en fait, tout ça est transmis par l'empathie. L'enfant est tellement empathique vis-à-vis de ses parents qu'il absorbe en fait les émotions, les angoisses et les émotions de ses parents, et il arrive en plus à les retranscrire de façon suffisamment fidèle. Et en fait, si on veut donner une approche scientifique à cet état de fait, on constate en fait que ceci est possible grâce au cerveau. Puisque dans le cerveau, on a ce qu'on appelle des neurones miroirs. Donc les neurones miroirs, ce sont les neurones qui permettent de mimer certains gestes, mais aussi de comprendre l'esprit des autres. Donc ce sont les neurones qui nous permettent de développer l'empathie vis-à-vis des nôtres. Donc on peut en arriver à la conclusion que une émotion se transmet donc à sa descendance. Et nos ancêtres vivent donc en nous grâce aux émotions finalement. Ce qui fait que les corps physiques s'en vont, mais les corps émotionnels, eux, subsistent. Et ça, il y a une spécialité qui nous l'explique très bien, c'est l'épigénétique. Donc l'épigénétique donne aussi d'autres indications sur cette transmission. Donc ces charges émotionnelles peuvent aussi s'exprimer, entre guillemets, au travers de maladies. Donc ces fantômes ou charges émotionnelles héritées des ancêtres sont pour la plupart inconscientes. Voilà. Et c'est pour cela aussi que ces situations sont décelées via des schémas répétitifs. Alors, je vais encore vous prendre des exemples pour que vous puissiez bien comprendre la notion que j'essaye de vous expliquer. Prenons comme exemple l'emprisonnement des hommes noirs aux États-Unis. Alors, je ne peux pas prendre l'exemple en France puisque les statistiques ethniques sont interdites. Et donc aux États-Unis, on a un tiers de la population carcérale noire. Aux États-Unis, on a un tiers de la population carcérale qui est afrodescendante, donc qui est noire. D'accord ? Donc ça correspond à 34,5% de la population carcérale. Et c'est énorme. C'est énorme. Et donc ça m'amène à faire le lien avec une pensée d'Angela Davis tirée de son ouvrage « Les prisons sont-elles obsolètes ?» Et Angela Davis affirme ceci dans cet ouvrage. L'incarcération est la réincarnation de l'esclavage. On continue à appliquer la méthode de Willie Lynch qui expliquait comment dominer mentalement l'homme noir pour que les esclaves restent des esclaves. C'est ce qu'est la prison aujourd'hui aux États-Unis. On les met de force dans un système qui ne pourra jamais leur profiter. Pourquoi y a-t-il plus d'hommes noirs en prison que n'importe quelle autre ethnie ? Pourquoi l'homme noir est-il plus sévèrement puni que l'homme blanc ? On parle d'abolition de l'esclavage, mais il perdure de nos jours sous les traits de l'incarcération. Il faut comprendre que les prisons n'ont jamais été pensées pour corriger le comportement, mais plutôt pour le contraire et pour faire de l'argent. Voilà ce que nous dit Angela Davis. Et je ne peux pas faire de parallèle chiffré ou scientifique sur cette notion-là, mais en tout cas, personne ne peut nous empêcher de nous questionner sur le fait que peut-être que la France voudrait tendre vers un système qui ressemble à celui des États-Unis. Et dans l'affaire des grands frères, on se rend compte aussi que pour certains, dont Boina qui a été transféré à la prison de Beauvais, au centre pénitentiaire de Beauvais, expliquent que cette prison est pensée, est construite et organisée comme une prison à l'américaine. Donc on peut se poser la question de savoir si la France ne souhaite pas tendre vers ce modèle carcéral. Et ça reste inquiétant. Voilà. Alors je continue sur ma lancée.
Alors, si on veut rapporter un petit peu cette notion d'incarcération et de blessures transgénérationnelles à nos populations ultramarines, on peut aussi se pencher sur les travaux de Juliette Smeralda, qui est une sociologue martiniquaise, et elle a beaucoup travaillé sur les cheveux crépus. Et elle explique en fait que le corps de la femme noire a été dévalorisé, voire dégradé durant la période esclavagiste. Elle nous montre aussi à quel point ce déni de texture capillaire est dû en réalité à une volonté coloniale de l'époque. Alors il y a eu l'abolition de l'esclavage en 1848, donc les esclaves sont libres, mais on leur impose aussi d'effacer tout ce qui dérange les anciens maîtres. Alors on ne peut pas leur demander de changer de couleur, bien évidemment, même si certains le font aujourd'hui, malheureusement encore, donc c'est encore une preuve qu'il y a encore des blessures qui ne sont pas guéries. Par contre, on peut changer la texture de ses cheveux. Et donc, on a assisté pendant des années à des millions de petites filles qui se sont transmis ce traumatisme finalement, générant un manque d'estime de soi. Et alors, heureusement que depuis quelques années, on a vu le mouvement Nappy se développer et permettre du coup aux femmes noires de se réconcilier avec leurs cheveux. Voilà. Et j'irai même plus loin dans cette analyse sur les cheveux. Tout le chiffre d'affaires généré par la vente de perruques, de produits défrisants, etc., puisque Chris Rock avait fait un documentaire là-dessus, on se rend compte que même cet argent ne revient pas aux communautés afrodescendantes. Donc c'est pour vous dire à quel point les blessures sont multiples et nous laissent dans une forme de pauvreté. Alors si tous ces troubles se transmettent à tout un groupe, via le rejet des cheveux par exemple, alors quels sont les impacts à plus grande échelle? Quels sont les impacts sur le peuple? Alors, on continue. Alors, quels sont les impacts des blessures transgénérationnelles diffusées au niveau du peuple? Alors, en faisant quelques recherches, j'ai constaté que Karianne Giacobino, qui est à la fois médecin et généticienne, arrive à prouver au cours de sa carrière qu'il y a un lien étroit entre les traumatismes de guerre et le stress. Elle donne comme exemple les enfants d'une mère ayant subi des atrocités durant la guerre au Rwanda, par exemple, avaient des traces de ce stress. Les enfants avaient des traces de ce stress dans leur ADN. Alors, concernant l'esclavage, elle affirme qu'aucune étude n'a pu être réalisée. Il faudrait remonter, selon elle, il faudrait remonter au moins sur 15 générations et exhumer en plus de cela des corps. Par contre, ce qui permet de conclure à une possibilité que l'esclavage a forcément eu un impact épigénétique sur les populations, réside dans le fait que des études très poussées ont pu confirmer cet argument, notamment sur par exemple les abus sexuels, les guerres et les famines. J'ai creusé encore un petit peu et j'ai constaté que Joy de Gruy, qui a théorisé ce qu'elle appelle le Post-Traumatic Slave Syndrome, le syndrome de l'esclavage post-traumatique, affirme que les siècles d'esclavage ont causé des comportements spécifiques au sein des populations afrodescendantes, tels que la résilience, mais aussi des comportements destructeurs. Ce qui nous amène à nous pencher sur les travaux également d'Aimé Charles Nicolas, qui est professeur émérite en psychiatrie et en addictologie. Alors, Aimé Charles Nicolas est haïtien. Et il affirme, lui, que l'esclavage a bien laissé des marqueurs épigénétiques au sein de nos populations. Donc il s'oppose en cela aux arguments d'Ariane Giacobino, en insistant sur le fait que les études cliniques et psychologiques étaient suffisantes pour établir les liens de causalité. Parmi ces derniers, il liste l'infériorisation et l'humiliation. La peur de voir son enfant être arrêté par la police, par exemple, ou vivre une forme d'oppression est omniprésente chez les populations noires. Et chez nous, on dit souvent, toutes nos mamans nous ont dit un jour, pas quittez-moi monter ma tribunal. Voilà, ça, c'est un traumatisme qui est ancré depuis plusieurs siècles chez nous. Et ce qui amène souvent les parents à éduquer leurs enfants dans la soumission. Et parallèlement à cela, l'éducation des populations afrodescendantes reste très stricte et rigoureuse. Et ça reste aussi un héritage de l'esclavage. Les marques d'affection sont rares. Et là, j'en reviens à l'histoire d'O'Neill,
Les autorités veulent le dépeindre comme quelqu'un sans cœur, comme une espèce de gangster des temps modernes, sauf que lui vient en opposition à cela et se dépeint comme un homme empreint d'humanité, où il explique qu'il se bat pour son enfant, qu'il se bat pour sa famille. Et ça pose problème finalement au service de l'État, puisque dans l'imaginaire collectif, on ne peut pas être gangster et père. Voilà. Donc il faut continuer à mettre en évidence l'humanité de ces hommes qui veulent affirmer leur paternité de cette manière. Et ce qu'il y a de très important dans le combat d'O'Neill vis-à-vis de sa fille, c'est qu'il brise un maillon il brise un maillon de cette chaîne en agissant de la sorte. C'est-à-dire qu'il casse l'image du géniteur. Voilà, de l'homme afro-descendant géniteur. Donc on doit soutenir ce combat-là pour nous réparer nous-mêmes, en permettant à O'Neill et à sa fille de traverser ce combat, on se guérit nous-mêmes. Alors pour venir à Aimé Charles Nicolas, alors lui il parle surtout des lois ségrégationnistes américaines, d'accord ? Donc il précise que ces lois plantent des graines antinomiques dans l'esprit des descendants d'esclaves. Officiellement, nous ne sommes plus esclaves. Mais officieusement, on a le sentiment qu'on l'est toujours. Et pourquoi ? Parce qu'il y a 2 poids 2 mesures. Vous n'êtes plus esclave, mais on peut vous faire boire de l'eau empoisonnée sans jamais qu'il n'y ait réparation, sans jamais que justice soit faite. Par contre, à contrario, vous pouvez être innocent et être enfermé et être traité comme un gangster. D'accord. Un gangster alors que vous êtes innocent, mais les personnes vous ayant empoisonné, elles ne seront jamais inquiétées. Donc c'est ce qui crée de l'antinomie, des perturbations dans l'esprit des afro aussi descendants, d'accord, des personnes afrodescendantes. Ensuite, cette dichotomie aussi crée un manque de solidarité chez nos populations. Vous savez, le fameux fanchou. Alors, justement, on peut s'interroger sur l'origine de ce fanchou. Le fanchou vient toujours de cette période de l'esclavage, lorsque les esclaves marrons fuyaient l'habitation, qu'ils arrivaient à se construire une vie en dehors de l'habitation, forcément, vous pensez bien que les maîtres tentaient de les retrouver, bien souvent avec des chiens. Ces esclaves marrons, lorsqu'ils étaient retrouvés, étaient punis. Et la punition n'était pas assénée par le maître. Le maître demandait à d'autres esclaves d'amputer l'esclave marron. Et c'est en ça, en fait, qu'on n'arrive pas à se faire confiance, puisque ces traumatismes-là ont généré un manque de confiance entre nous-mêmes. Voilà. Donc on peut dire que l'esclavage a été aboli, mais sa structure, elle ne l'est pas. Le maintien de ce fantôme de l'esclavage rend la vie difficile aux populations qui en développent parfois des maladies physiques. On est souvent sujet à de l'hypertension parce qu'on subit des stress en permanence, on est stressé en permanence, du diabète, des cancers. Et là on en revient aussi à la question du chlordécone. Mais Aimé Charles Nicolas nous dit aussi que les femmes sont encore une fois beaucoup plus exposées aux maladies, puisqu'elles sont sujettes à la maladie d'Alzheimer. Les morts en couche sont beaucoup plus nombreuses. Les enfants prématurés sous nos latitudes sont aussi beaucoup plus nombreux, sans compter les cancers du sein, etc., etc. Et malheureusement, cette liste n'est pas exhaustive. Alors, comment avancer ? Le professeur Aimé Charles Nicolas propose l'autoréparation. Alors, pourquoi il propose l'autoréparation ? C'est-à-dire qu'il est conscient que les responsables de l'esclavage ne vont pas nous dédommager ni s'excuser. Alors, même si ces derniers temps, on a vu qu'à la Barbade, les descendants de propriétaires d'esclaves ont fait quelques dons symboliques, mais se sont excusés solennellement, voilà, face aux afro-descendants de l'île. Mais bon, ce qui est important, c'est d'aller vers la quête de l'estime de soi. Voilà. Et pour moi, l'estime de soi, ça commence par exprimer ce qui nous gêne et exprimer notre indignation. Alors, nous devons apprendre à nous faire confiance en construisant des actions pérennes. Et cela nous permettra aussi de matérialiser notre capacité à nous unir, à faire peuple, comme dirait Mathieu Ganma dans son bouquin. Alors, rappelons-nous aussi que l'histoire nous a démontré que nous pouvons être unis,
Nous avons aussi des figures héroïques, nous permettant de nous focaliser vers des victoires, hein, sur nos propres victoires. Le docteur Kalala Omotunde nous l'a bien enseigné de son vivant. On a les figures que sont Delgrès, Solitude, Ignace, etc. Mais c'est quand même compliqué de se concentrer sur l'estime de soi lorsque le spectre de nos maux sont encore conjugués au présent. Alors, les Noirs du monde entier devraient demander réparation financière. Non, c'est parce que nos ancêtres ont quand même travaillé gratuitement pendant longtemps. Mais comment ? Alors on sait qu'à ce jour, très peu de tentatives ont fonctionné, mais tout ça est possible. On nous dit toujours oui, mais c'est-à-dire, etc. On nous a mis une statue de solitude dans Paris il n'y a pas très longtemps, donc ces réparations cette reconnaissance est symbolique. Mais au-delà de ça, on aimerait qu'il y ait moins de racisme systémique, par exemple. Donc on pourrait déjà commencer par demander, pour moi, économiquement et factuellement, demander une taxe des grandes entreprises appartenant aux descendants de maîtres d'habitation, permettant de financer les entreprises des afro-descendants. Bon, ça, on ne peut pas le faire maintenant. Il faudra avoir un gouvernement composé de descendants d'esclaves pour le faire. Permettre aussi une autonomie alimentaire en léguant les terres en friche aux afrodescendants afin qu'ils puissent développer une agriculture durable. Cela devient fatigant d'entendre par exemple que la permaculture est un nouveau concept alors que nos ancêtres, via le jardin créole, ont commencé la permaculture. Alors on doit continuer nous à commémorer la mémoire de nos ancêtres, mais surtout nous faire confiance dans des projets d'envergure. Comment nous faire confiance au niveau des projets d'envergure ? Malheureusement, le système tel qu'il est organisé chez nous, enfin dans les sociétés ultramarines en tout cas, on n'arrive pas à se faire confiance. Tout est au ralenti, on sent que tout est lent et qu'on n'arrive pas à avancer ensemble. Alors comment inverser cette tendance? Sincèrement, j'ai pas la réponse tout de suite là, mais en tout cas, ce serait intéressant de pouvoir y réfléchir plus longuement. Et ensuite, faire en sorte que l'estime de soi aussi commence dès l'enfance. L'école panafricaine, qui a eu aussi pas mal d'embûches sur son passage, sert aussi à ça, à faire en sorte que les enfants d'afro-descendants puissent retrouver l'estime d'eux-mêmes et commencer à changer de paradigme sur l'image que l'on a de nous-mêmes. Voilà. Alors pour résumer, chaque traumatisme peut être transmis à sa descendance si la guérison ne s'opère pas durant la vie de la victime. Alors les populations afro-descendantes ne sont pas encore complètement guéries, mais tentent autant que faire se peut de reprendre en main l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Et là, on peut le voir à travers le travail de certaines personnalités afrodescendantes, telles que Joël Nankin, par exemple, en Guadeloupe, Safia Enjoy Life en Guyane, Kémy Seba, Claudie Siard. Voilà, en Martinique, on a tout le collectif de la Cool non-lieu qui lutte pour les réparations liées à l'empoisonnement au chlordécone, etc., etc. Donc, ça, c'est un travail qui est aussi individuel, selon moi. L'estime de soi, ça reste un travail individuel que l'on doit faire sur chacun de nous, de façon à ce que chacun de nos enfants ne soit pas pollué par nos blessures, entre guillemets. Voilà, je vous avais promis un bonus à la fin de cet épisode. Et merci d'être resté jusqu'au bout. Et ce bonus, c'est un message de Jessica Daufour, la sœur d'O'Neill de Noël Daufour, qui nous donne des nouvelles de sa nièce, Sanae, en ce samedi 8 avril. Voilà, merci à tous, partagez et surtout, prenez soin de vous. Coucou tout le monde. On est samedi 8 avril. Il n'y aura pas de point du jour si ce n'est par cet audio. J'ai passé la journée avec ma nièce et Sanae, mais j'ai dû rentrer chez moi parce que malgré tout, malgré la situation de Sanae, malgré la situation de Sanae et ses parents, et malgré la situation de Sanae et son papa, je n'ai pas pu rester plus longtemps parce que
Malheureusement, malgré ce qu'on nous impose, on doit continuer. On doit continuer à vivre et on a des obligations et on doit les respecter et c'est déchirant. C'est déchirant de devoir faire ce choix parce qu'on nous impose cette situation. Parce que très clairement, je serais partie en laissant mon frère aux côtés de sa fille et de sa femme, mais je rentre soulagée, mais J plus, on est à J plus 8 aujourd'hui après l'opération. Il n'est toujours pas revenu. Il n'est toujours pas revenu et je dois faire ce choix de laisser la maman et la petite seule. Et c'est un pur déchirement. On est épuisé, mais on est surtout blessé, quoi. Et on la voit, alors j'imagine mon frère qui ne la voit pas, qui n'a pas de nouvelles. Parce que c'est pas comme si on pouvait aller déposer un petit papier à l'accueil de la prison pour l'informer de la situation de sa fille et puis c'est réglé, non. En ce week-end pascal, les avocats ne sont pas disponibles et disposés pour aller lui apporter des nouvelles. Voilà, et s'il n'a pas de crédit sur la cabine téléphonique, ben, il ne peut pas nous joindre. Et il est encore très certainement dans cette attente qu'on vienne le chercher pour le ramener à sa fille. C'est déchirant. Un petit coup de mou aujourd'hui. Sanae va bien. Je pense que ça pourrait aller mieux parce qu'elle ne mange toujours pas correctement. Et ça ne changera. On doit admettre, non, j'ai pas envie de dire que ça ne changera pas, ça va changer, mais ce serait tellement plus simple si son père était là. Je vous assure, c'est pas pour faire pleurer ou pour en rajouter une couche, mais si le médecin l'a dit, si le médecin l'a dit, pourquoi les autres n'entendent pas? Est-ce que vous êtes médecin? Est-ce qu'aujourd'hui, vous remplacez tous les corps de métier de l'État? Vous êtes l'État, vous êtes les médecins, vous êtes les policiers, vous êtes tout et vous décidez, vous régissez les vies d'innocents comme Sanae aujourd'hui. C'est dur, c'est très très dur. Mais on y croit, hein. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors elle est passée à deux doigts, alors c'est clair que c'est une guerrière. C'est une guerrière descendante d'une autre guerrière et surtout d'un guerrier, donc on ne cédera pas, vous ne gagnerez pas. On va courber, mais on ne va pas se briser. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Je reviens bientôt et je vous tiens informé.